Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de vous installer. Nous allons commencer notre session de travail qui va durer 1 heure et qui va être interactive. J'insiste sur la question parce que vous avez votre part au débat, évidemment. Donc, nous allons essayer de consacrer une dizaine de minutes, voire une quinzaine de minutes à la fin de cette session pour vous donner la parole. Alors, je salue évidemment les personnes ici présentes en présentiel, comme on dit. Et puis bonjour également à celles et ceux qui nous écoutent et qui nous regardent à distance derrière leur écran chez eux et partout dans le monde, puisqu'il y a une forte audience via Internet pour ces sessions des 24e rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Alors merci d'être avec nous. Le thème, vous le connaissez, Hommes et nature, quel modus vivendi? Alors évidemment, les enjeux sont importants. Faire cohabiter, je dirais, homme et nature dans un contexte marqué par la menace sur la biodiversité, eh bien, ça engage beaucoup d'acteurs, beaucoup d'enjeux entre besoins socio-économiques, protection, bien sûr, de l'environnement, transition énergétique. Tout cela exige un équilibre subtil. Alors, avant de passer la parole à Kathleen Schubert, économiste, qui a, au titre du Cercle des économistes, préparé activement cette session de travail, Kathleen Schubert, qui est également professeure à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à l'École d'économie de Paris, je parle sous votre contrôle, et membre du Haut Conseil pour le climat. Voilà, donc parmi de nombreux titres très parlants pour le sujet qui nous intéresse. Alors, je vous présente également très rapidement nos différents intervenants. Marie-Pierre de Baillancourt. Marie-Pierre de Baillancourt, qui est directrice générale de l'Institut Montaigne, le think tank libéral et assumé. Adil Najam, qui est président mondial du WWF, le Fonds mondial pour la nature, co-auteur des 3e et 4e évaluations du groupe d'experts pour le climat, donc le fameux GIEC. À vos côtés également Arnaud Gangloff, président fondateur de Key & Partners, précisément cabinet de conseil en stratégie. Vous êtes, je crois, implanté dans 4 pays avec près de 200 collaborateurs. Vous allez nous expliquer tout cela. Et puis Jean Ornin, qui est à mes côtés. Jean Ornin, directeur général de Citeo. Citeo, faut-il le rappeler, est une entreprise à mission qui développe des solutions d'éco-conception, de collecte, de réemploi, de recyclage. Voilà, ça fait beaucoup de choses. On ne peut pas être exhaustif tellement vos missions sont nombreuses. Alors, je vais vous donner à chacun, allez, on va dire 4 petites minutes. Je dis petites parce qu'effectivement, par rapport à la somme des enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui, ça peut paraître très peu, mais on va avoir l'occasion de débattre de ces différents sujets. Donc, propos introductifs de 4 minutes chacun pour commencer, avec tout d'abord Madame de Baillancourt, donc directrice générale de l'Institut Montaigne. Alors, la biodiversité au cœur de ce débat, entre économie et environnement, équilibre social et sociétal, tout ça soulève évidemment de très nombreux défis. 4 minutes, chrono. Vous m'avez oublié, là. Oh, pardon, Kathleen. Kathleen, je suis désolé, je manque à tous mes devoirs. Alors, Kathleen, propos introductifs, évidemment, pour camper le décor de cette session de travail. Bon, je vous pardonne de m'avoir oublié. Donc, pour propos introductifs, je voulais vous dire surtout que c'est une constante en fait dans le développement de l'humanité de s'être construite contre la nature. Donc on a des exemples absolument innombrables. On a pour se développer, on a coupé les forêts, on a tué tous les grands mammifères globalement presque, et on a exploité les ressources non renouvelables, on a exploité les ressources renouvelables à très grande échelle. Donc c'est vraiment une constante. Et là, on est arrivé à un point où on se demande si continuer comme ça est possible ou pas. Pour la biodiversité, qui est la partie emblématique de la nature, je vais citer quelques chiffres peut-être, si j'y arrive. Donc pour la biodiversité, le rapport d'évaluation mondiale de 2019 montre que l'abondance des espèces dans la plupart des habitats terrestres a diminué depuis 1900 avec une accélération actuelle, enfin une accélération récente. Et par exemple, l'indicateur Planète Vivante, qui suit l'abondance des mammifères, des oiseaux, des reptiles, des amphibiens, montre une baisse de 70% entre 1970 et 2018. Donc 70%, c'est absolument colossal au niveau mondial, 90% en Amérique latine.
Donc la dernière version, pour vous donner un autre exemple concret, la dernière version de la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui a à peu près sur sa liste 150 000 espèces, montre que sur ces 150 000 espèces, 50 000 à peu près sont gravement menacées. Donc c'est vraiment une destruction sans précédent. Je pourrais vous citer des chiffres aussi sur la diminution de la forêt primaire, etc. Donc il y a vraiment un problème extrêmement préoccupant. Évidemment, c'est préoccupant parce que même d'un simple vue anthropocentrique, on voit bien que la nature fournit des services qui sont absolument irremplaçables pour l'humanité ou alors qui seraient remplaçables à des coûts exorbitants. Bon, pensez à l'exemple le plus souvent cité, la pollinisation. Vous avez des pays où vous avez des personnes, des dames en général, habillées un peu comme des cosmonautes avec des petites pipettes qui vont polliniser les arbres à la main. Bon, les abeilles font ça très bien, gratuitement. Donc ça, c'est vraiment un exemple parfait de ce que ces services procurés par la nature, par la biodiversité, quand ils sont détruits, peuvent être remplacés peut-être, mais à des coûts totalement exorbitants. Bon, d'autres services ne peuvent pas être remplacés du tout. On a vu, pour continuer avec les exemples concrets, on a vu pendant la pandémie de Covid à quel point il fallait se préoccuper en fait de l'interface entre les hommes et la nature. Hein, le fait que cette interface se réduise, que la nature, que les espèces animales aient de moins en moins d'espace pour vivre loin des hommes, que donc l'interface se rapproche, est probablement une des causes des pandémies, des zoonoses qui se développent actuellement dans le monde. Donc il est totalement indispensable de conserver cette biodiversité clairement, ce n'est pas facile. Vous voyez dans le débat actuel sur ce qui nous arrive en ce moment, hein, suite à la dissolution, donc le débat politique et les programmes des candidats qui sont apparus ces dernières semaines, il n'y a pas un mot sur cette question. On parle un peu de climat, un peu, mais pas du tout de nature et pas du tout de biodiversité. La crise agricole aussi, qu'on a traversée récemment, nous a bien montré que, évidemment, les préoccupations de court terme passaient avant les préoccupations sur la nature. Voilà, donc je pense qu'il est extrêmement important de prendre conscience de la gravité de la situation. Vous avez en ce moment les économistes qui, après s'être préoccupés, s'être inquiétés beaucoup de la rareté des ressources fossiles, ça te dit on va être à court de pétrole, on va être à court de gaz. Bon, désormais, c'est plus ça le débat. Le débat s'est porté ensuite sur les ressources renouvelables, sur le changement climatique, mais maintenant on va encore plus loin et on s'est rendu compte qu'il y avait un débat de dépassement des limites planétaires, dans ce qu'on appelle les limites planétaires, qui sont en fait tout simplement les limites physiques au-delà desquelles l'humanité ne peut plus se développer de façon satisfaisante. Donc c'est des barrières dures au développement de l'humanité, ces limites planétaires, il y en a 9. Dans les versions plus récentes, il y en a 12, mais enfin peu importe. Parmi ces limites, plusieurs d'entre elles sont déjà gravement dépassées, dont la limite dure de la biodiversité. Or, le vivant, c'est vraiment le support de la vie. C'est-à-dire sans support vivant, oui, la vie n'est pas possible. Merci, Cathy. Un mot. Imaginez ce que serait... Rapidement. Oui, imaginez ce que serait un monde où il n'y aurait plus que les hommes et les animaux domestiques et les plantes qui servent à nourrir les hommes. Ce serait un cauchemar. Oui. Merci pour ce regard qui campe bien effectivement le décor de notre problématique. Alors, Marie-Pierre de Bailliencourt, je dirais après l'économiste, l'avis, quel est votre regard sur ces défis nombreux finalement? L'Institut Montaigne s'est penché sur la question. On va parler à travers un rapport dont vous n'allez pas nous divulguer évidemment les tenants, les aboutissants, mais vous êtes au cœur de cette problématique. Votre avis, 4 minutes, et voilà, on va débattre ensuite. Merci beaucoup, oui. L'avis, comme l'a expliqué Kathleen, c'est que la biodiversité est aujourd'hui un système en déséquilibre et qu'il faut absolument investir non pas sa décroissance, mais sa soutenabilité. Et donc, si on veut survivre, il faut investir cette soutenabilité à travers 3 grands enjeux, 3 défis. Tout d'abord, une prise de conscience qu'il y a une codépendance absolue entre le développement économique et la soutenabilité écologique. Et donc, ils ne doivent pas être mis en compétition ou en opposition, mais ils doivent travailler main dans la main.
Par ailleurs, la biologie, la biodiversité et la biologie sont des éléments de valeur et non pas un nouveau champ de contraintes à investir. Donc c'est important de savoir qu'il faut valoriser cette biodiversité. Et enfin, troisième défi, il faut qu'on trouve les moyens de l'action. Et ça, c'est très important. Il faut être à la fois pragmatique, efficace et pas du tout idéologique et politicien dans cette démarche, sinon on n'aboutit pas. Et donc pour y parvenir, c'est assez simple, il faut qu'on change de posture, vous l'avez dit, il faut regarder les choses d'une autre manière. Donc le premier changement, c'est sortir de l'angle mort. Vous l'avez exprimé, je peux l'illustrer. Il y a plus aujourd'hui de valeur à exploiter immédiatement, à consommer immédiatement de la biodiversité qu'à investir durablement dans la biodiversité. Je vous donne un exemple. On connaît tous le prix du kilo de cabillaud chez le poissonnier, mais on ne connaît pas du tout la valeur qu'il représente dans l'écosystème marin, qui est pourtant le premier lieu de captation du carbone. Donc on n'arrive pas à l'expliquer. Je vous donne un autre exemple peut-être. On sait le prix d'une mètre cube de la stère de bois, mais on ne sait pas ce que vaut une forêt en termes d'habitat et en termes d'équilibre du système pour les plantes et la faune. Donc c'est absolument important de valoriser la biodiversité dans des logiques économiques humaines et non plus de la considérer comme gratuite. Le deuxième changement de posture, c'est celui de l'approche systémique. Aujourd'hui, quand on parle biodiversité ou climat, on parle en silo. Et on s'est rendu compte souvent que le climat et la biodiversité s'opposaient. On l'a vu par exemple dans le cas du développement des éoliennes ou des panneaux solaires, où il y a une compétition maintenant sur l'accès surface des terres disponibles pour la biodiversité. Donc il est absolument important dans cette gestion de l'usage des terres et des ressources de penser systémique et de ne pas penser chacun pour son camp. Troisième élément important, c'est de savoir ce que les gens veulent. Aujourd'hui, quand vous interrogez les populations, 95% des populations vous disent qu'ils sont en faveur de la biodiversité. Et pourtant, en France, aujourd'hui, les deux applications les plus téléchargées sont Shine et Temu, qui sont deux applications de fast fashion et de consommation ultra bas marché qui fait totalement fi de la biodiversité, entre autres nécessités. Donc, si on ne veut pas demain, à très brève échéance, avoir à choisir entre l'utilisation de la ressource eau pour refroidir nos centrales nucléaires pour faire de l'électricité décarbonée ou avoir de l'eau au robinet, il faut qu'on sorte de ces silos. La manière de sortir de ces silos, c'est de faire confiance aux acteurs économiques. On a besoin d'un cadre réglementaire, mais on a surtout besoin d'action. Et aujourd'hui, on se rend compte que les entreprises sont en avance par rapport au pouvoir public. On a eu des initiatives lors de la dernière COP, comme Business for Nature, entre autres, qui ont montré que les entreprises n'avaient pas attendu le régulateur pour agir. Et ça, c'est important parce que la solution, elle sera technologique, elle sera scientifique, elle sera bâtie sur l'innovation et le progrès commun. Et donc, ce changement de posture, c'est faire confiance aux acteurs économiques qui, de manière assez naturelle, récompensent la vertu et punissent l'indifférence ou les tricheurs. Alors on va voir justement ce qu'en pensent les acteurs, et puis vous êtes peut-être, vous toutes et tous ici, en capacité de réagir de par vos activités professionnelles. On y reviendra dans la partie débat tout à l'heure. Adil Najam, donc je rappelle, président mondial du WWF, qui est le Fonds mondial pour la nature, qui est une organisation non gouvernementale, comme chacun sait, internationale, créée en 1961, et qui est, on le sait, vouée à la protection de l'environnement, au développement durable, et c'est l'une des plus importantes ONG environnementalistes de la planète. Alors, pardon, la question est peut-être très vaste, mais grosso modo, aujourd'hui, nous sommes tous des acteurs de la nature. En tant qu'hommes, nous sommes d'une espèce à part entière. Quelle est votre vision des choses globales sur la manière dont on peut se respecter les uns et les autres? La nature, on sait qu'elle va nous respecter, mais nous, on doit la respecter, cette nature. Et on doit encore faire beaucoup, on le sait.
Oui, merci infiniment. Alors, je tiens à m'excuser. Je ne parle pas français. Je sais que les interprètes vont faire un très bon travail. Mais en tout cas, en ce qui concerne notre relation avec la nature, pourquoi avons-nous échoué? Alors, pourquoi avons-nous échoué? Dans quel domaine? Je dirais que nous avons eu tort parce que nous avons fait preuve d'arrogance. Nous avons cessé de croire que nous faisions partie de la nature. Très récemment, hein, ce n'est pas vieux. En fait, nous avons dit que la nature était différente de nous. Et c'est le thème de la conférence. Je ne suis pas derrière les murs, je peux sentir les arbres, je peux sentir la chaleur. Et c'est vrai, en tant qu'être humain, nous sommes devenus arrogants et nous voulons utiliser la nature, nous voulons consommer la nature en tant que ressource ou la protéger en tant que bien vivant. Et je dirais que pour vous expliquer tout cela, je vais vous raconter une petite histoire. Alors, dans d'autres galaxies, sur d'autres planètes, il y a deux étrangers avec un télescope qui regardent l'univers dans sa totalité, en essayant de trouver une vie intelligente. Et l'un d'entre eux met son télescope sur la Terre et lui dit à l'autre, « Il y a quelque chose d'intéressant hein, qui se passe. » Il lui dit, « Quoi? Qu'est-ce qui se passe? » En fait, ces personnes utilisent l'IA. Et ils viennent de concevoir un système où ils peuvent envoyer des missiles automatiques par le biais de l'intelligence artificielle. Alors le premier lui dit, mais cela signifie qu'ils sont intelligents? Non, 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 en fait, ils dirigent tout ça vers eux. Donc il faut penser à tout cela. Il y a très peu d'espèces qui passent autant de temps dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de l'économie, dans le domaine de l'environnement, qui essayent de se détruire, de s'auto-détruire en réalité. Donc, bien sûr, nous sommes devenus nos propres concurrents, nous sommes devenus nos propres ennemis. C'est comme Hulk. Vous connaissez Hulk, hein? Hulk, quand il grossit, en fait, il déchire ses propres vêtements. Et parfois, et au cours de ces 100 dernières années, notre pouvoir est devenu si grand, si immense, que nous n'avons pas réalisé ce que nous faisions. Bien sûr, on avait suffisamment de pouvoir pour couper un arbre, mais maintenant, on peut détruire une forêt tout entière sans même le savoir. En fait, on peut décimer des cours d'eau et en fait, on ne se rend pas compte que ce que nous faisons, c'est une agression, non seulement contre la nature, mais contre nous-mêmes. C'est pour cela qu'il nous faut une nouvelle économie, il nous faut une nouvelle approche hein, pour les entreprises. Alors un autre facteur, et ensuite je me tais. En 2050, hein, 2050 c'est pas très loin d'ailleurs, donc en 2050, hein, comme je le disais, il y aura davantage de matière plastique dans l'océan que de poissons. Et réfléchissez-y. Donc, on aura changé complètement les océans. Mais à moins que vous fassiez votre travail, et je sais que vous ferez votre travail, donc on aura changé l'environnement, si bien qu'il y aura davantage de matière plastique que de poissons. On va poursuivre. Allez-y, oui, vous pouvez effectivement sur cette problématique. Arnaud Gangold, donc je rappelle, président-directeur fondateur de Key & Partners. Avec vous, on va voir le regard, on va écouter, entendre le regard du conseiller, donc des entreprises au quotidien. Vous les accompagnez dans leur changement, dans ces grandes transitions que l'on connaît, à la fois environnementales, numériques et écologiques, énergétiques. Transformer l'entreprise pour transformer le monde. Les marges de manœuvre des entreprises aujourd'hui, on le sait, sont très étroites parce qu'elles vivent dans un contexte concurrentiel international vraiment très fort. Est-ce que transformer ces entreprises pour transformer le monde, est-ce qu'elles le peuvent réellement se transformer au point de transformer le monde? C'est quand même un challenge important. Oui, c'est pour ça qu'elles sont là. Donc tout va bien. Je voulais juste déjà partir de ce qui se passe en ce moment. Je ne voudrais pas qu'on passe de la sidération à l'attentisme. Je pense qu'on a une chance unique peut-être malheureusement de constater que l'État va peut-être moins présent, soit par conviction politique du futur gouvernement,
soit par sujet d'endettement, parce que je ne suis pas sûr qu'on ait de toute façon les moyens d'avoir un État qui finance tous ces changements-là. Et je pense que c'est peut-être une opportunité unique pour l'entreprise d'assumer de fait sa responsabilité sociétale en s'engageant toujours plus dans les mouvements dont on est en train de parler. Et je suis assez positif parce que je pense que ceux que je côtoie ont les capacités à le faire. On est le premier cabinet de conseil entreprise à mission en France. Ça existe moins dans d'autres pays, mais c'est un beau statut en France. On conseille beaucoup des entreprises présentes ici à Aix. Et moi, on met beaucoup d'énergie avec nos associés à opérer vers ces transformations en responsabilité. Et je trouve que par rapport au thème qu'on évoque ici, c'est exactement le même sujet. C'est que quand on regarde le rapport de l'homme à la nature, fondamentalement, on ne peut pas ne pas parler de l'entreprise. Et l'entreprise, elle est au cœur de cette relation. Catherine disait qu'on a beaucoup abîmé cette nature. Il faut constater que l'entreprise a joué un rôle majeur là-dessus. Et quand on dit c'est l'entreprise qui va jouer un rôle dans cette transformation, ça gratte un peu dans ce que je peux vous dire, parce qu'on a l'impression qu'on a beaucoup extrait, qu'on a fait beaucoup de choses un peu nocives pour cette planète, et qu'on ne s'est pas donné totalement les moyens de cette évolution. Je lis une phrase qui m'avait beaucoup marqué, qu'on a donnée à des Indiens. Quand le dernier arbre sera abattu, la dernière rivière empoisonnée, le dernier poisson capturé, alors seulement on s'apercevra que l'argent ne se mange pas. Voilà, et je trouve qu'il faut avoir ça en tête. L'entreprise aujourd'hui, il faut qu'elle change. Et je crois que on est à un moment de changement et de bascule de l'économie moderne et du regard que l'on peut porter sur cette économie globale ou économie de l'entreprise. D'abord parce qu'on est tous redevenus conscients de la valeur de cette nature, de la valeur de ces ressources. Je pense que mes prédécesseurs ont pu le dire. Elles sont limitées, elles sont précieuses et donc en tant que telles, elles ont de la valeur. Le deuxième point, et j'adhère tout à fait, on ne peut plus considérer aujourd'hui que l'homme et l'entreprise sont à côté, en dehors de la nature. On est la nature, on est dans la nature. Mais il faut aussi avoir conscience que toutes ces transformations et le rôle des entreprises, elles ont apporté des biens matériels qui nous conviennent, qui nous vont bien et qu'on n'a pas envie de lâcher. Et donc je pense que le vrai sujet, il va être de repenser ces modèles économiques où on va arrêter d'opposer une vision business-centrique par rapport à une vision society-centrique et d'arrêter d'opposer l'actionnaire dans sa responsabilité avec les autres parties prenantes. Alors comment on peut faire ça ? Je pense que ça nécessite de changer le regard sur la valeur même et les conditions de réussite de l'entreprise. Et faire ce mouvement-là, c'est certainement arrêter de regarder les choses à l'aune de l'EBIT, regarder les choses à l'aune du ROCE ou à l'échelle d'un pays à l'aune du PIB pour aller chercher d'autres mesures. Et il nous semble qu'il y a regarder non pas la valeur, mais les valeurs, ou une valeur plurielle, autour de 3 ingrédients clés que sont la valeur, certes matérielle, mais aussi la valeur humaine et la valeur environnementale. Alors l'entreprise, on y reste justement avec vous, Jean Ornin. Est-ce qu'on peut parler finalement d'instinct de survie ? Parce qu'à vous entendre toutes et tous, on a vraiment l'impression d'avoir une épée de Damoclès finalement au-dessus de notre tête. Si on ne fait rien, on est voué à disparaître finalement. Instinct de survie aujourd'hui ? Oui. D'ailleurs, on voit que même dans le titre là qu'on a, on parle de modus vivendi. En fait, c'est pas un modus vivendi, hein. Parce que modus vivendi, ça veut dire qu'on est côte à côte, enfin, on cohabite. Limite, il y a un conflit. Et il faut régler le conflit. Non, en fait, on est dans la nature et on a besoin de la nature. Et du coup, je pense que vous avez parlé tout à l'heure d'arrogance, qui est la nôtre, hein, peut-être, Najat, mais je suis assez d'accord, finalement. D'ailleurs, il y a un grand H, il y a l'homme d'un côté et la nature de l'autre. Voilà, ça, c'est juste un petit propos pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure. Citeo, donc c'est une entreprise, pour rejoindre ce qu'a dit Arnaud, une entreprise à mission, à but non lucratif, créée par les entreprises de la grande consommation pour exercer leurs responsabilités dans le domaine du recyclage, du réemploi, de l'éco-conception de leurs emballages ménagers. Voilà, j'y reviendrai tout à l'heure. Et du coup, c'est vrai que le sujet qui a été expliqué tout à l'heure, c'est que notre économie linéaire, elle dévore la biodiversité. Il y a quelques chiffres qui ont été cités tout à l'heure, et donc je pense que c'est une évidence. Et au global, 50% du PIB mondial repose sur des services qui sont rendus gratuitement par la planète. C'est gratuit. Donc ça veut dire que nos coûts sont artificiellement faibles. On a créé une magnifique usine mondiale avec des coûts qui sont très bas, mais dedans, il n'y a pas le coût de la planète. Pour le résumer, pour le dire aussi simplement que ça. Et d'ailleurs, on voit qu'on est en train un peu d'être rattrapé maintenant, parce que crise des matériaux,
Même sur le sable, hein. Le sable, on a l'impression que c'est infini. 50 milliards de tonnes de sable qui sont chaque année prélevées dans la nature. On commence à dire on va manquer de sable. Et donc tout ce sujet, maintenant, c'est dire qu'aujourd'hui, là, il faut passer de la linéarité à la circularité. Donc ça s'appelle l'économie circulaire. C'est un terme honnêtement un peu abstrait, mais ça veut dire une chose simple, c'est utiliser moins de ressources, les utiliser plus longtemps, et ne pas en faire de déchets et donc les recycler. Et en général, c'est une économie qui est très locale, qui est très collaborative et qui embarque les entreprises, les communautés, les collectivités locales, les scientifiques dont on a besoin pour objecter tout ça. Et donc oui, mon point, c'est que les entreprises, et pour rejoindre là, ce qu'a dit tout à l'heure Marie-Pierre, en fait, elles ont un rôle de leadership sur ce sujet qu'elles ont dans le domaine économique. Moi, je trouve qu'elles ont aussi dans le domaine social, enfin, l'entreprise comme un lieu où on développe la sociabilité, etc., et qu'elles doivent avoir sur le plan environnemental. Et ça veut dire penser en stratège, ça veut dire penser le temps long, hein, ce qui peut poser parfois un problème pour des entreprises, mais disons-nous-le tout de suite, le temps long n'est plus si long que ça. Et c'est vrai que moi, ce que je pense, c'est que celles qui ne le font pas aujourd'hui auront un problème de soutenabilité. Et que le coût d'aujourd'hui d'agir est nettement inférieur au coût futur de l'inaction sur lequel on va se prendre le mur. Ça veut donc dire, et Arnaud l'a dit, en plus, il n'y a plus d'argent public. On voit que les États et les dirigeants ne sont pas toujours totalement motivés sur ce sujet-là. Et moi, je trouve que le leadership des entreprises a une opportunité aujourd'hui pour s'exercer et passer un peu de la pure shareholder value à la stakeholder value, hein, qui finalement, on sert les écosystèmes sociaux et environnementaux qui vont d'ailleurs permettre de recréer de la shareholder value et éviter la disparition des entreprises et au passage de l'humanité. On voit très bien les enjeux à la fois du macro et micro, très importants. Merci en tout cas d'avoir joué le jeu de cette brièveté du propos, très clair. Et maintenant, on va discuter, débattre entre nous. On va parler justement des solutions qui s'offrent aux entreprises aujourd'hui. Je me tourne vers vous de nouveau, Marie-Pierre de Vaillancourt. Donc l'Institut Montaigne planche évidemment sur le sujet. Vous proposez, vous faites des recommandations dans un rapport. Quelle est cette recommandation principale finalement que vous mettriez en premier ? Celle qui porte le plus d'impact en termes de solutions par rapport à tous les enjeux qu'on vient d'entendre. La première solution, c'est une question d'organisation, en fait. D'organisation à partir d'une prise de conscience. Cette organisation, elle est assez simple et malgré la gravité de notre propos collectif, je pense qu'il y a quand même matière à ne pas désespérer parce qu'on peut être une génération agissante pour une raison très simple. C'est que tout d'abord, la biodiversité, qui requiert effectivement une gouvernance globale, est quelque chose qui s'exprime et se vit localement. Et contrairement au climat qui a des trajectoires de très très longue durée, la biodiversité peut s'incarner et se mettre en œuvre sur des cycles assez courts, de 2, 3 ans, 4 ans. Donc il n'y a pas de désespoir. On ne doit pas se dire ça y est, c'est fichu. Non. On a le devoir d'agir, l'action est le remède. Et ce que l'Institut Montaigne a voulu faire en rassemblant justement des acteurs privés, des acteurs publics, des chercheurs, des scientifiques, c'est de montrer que si on s'accorde sur la définition de nos communs publics positifs et négatifs, on peut les décliner localement et trouver une gouvernance ultra-opérationnelle et pragmatique qui fonctionne. Donc ça, c'est la première réponse. La première réponse, il y en a d'autres. Vous aurez l'occasion d'y revenir. Adil Najam, je vous voyais réagir à ce que disait tout à l'heure Jean Ornin. Beaucoup de similitudes en fait dans vos propos. Là, toujours au titre des solutions possibles, quels sont les principaux points de clivage que vous observez entre l'homme, donc on en a parlé, l'homme en tant qu'espèce, et la nature, les principaux points de clivage à lever justement pour une bonne harmonie? Thank you. There are many solutions. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de solutions et je suis d'accord de dire que la réponse n'est pas le désespoir. Non, la réponse est l'ambition et l'action. Beaucoup de solutions existent. En tant qu'espèce, quelque chose
qui est bien, c'est que nous sommes capables de compter, mais nous ne sommes pas très forts quand il en va de compter. C'est là que j'étais d'accord avec Jean. Il faut apprendre à mieux compter les choses, en comptant également la valeur de la nature grâce à la conservation. Si nous comprenions la valeur de la nature, pour que dans la dynamique de l'entreprise lui-même, on peut arriver à gérer et capter cette valeur. Cet arbre là-bas, aujourd'hui, à présent, a une valeur négative. Il y a un jardinier qui l'entretient, on l'arrose, quelqu'un doit tailler les laguiers. Si je coupe cet arbre, il a une valeur parce qu'il devient du bois que je peux vendre. Voilà un exemple simple. Depuis ce matin, on parle d'une transition du pouvoir économique. Je suis là pour dire que le pouvoir ne réside plus aux États-Unis. Ce n'est plus la Chine non plus le pouvoir. Ce n'est pas l'Europe non plus. Le plus grande puissance économique du monde, c'est la nature. Et je n'invente pas. Nous avons fait une étude concernant la valeur économique de l'eau. Et l'économie de l'eau représente 58 trillions de dollars. 58 trillions de dollars. C'est l'économie des États-Unis, plus l'économie de la Chine, plus l'économie du Japon, plus l'économie de l'Allemagne et la moitié de l'économie de la France. Je comprends que c'est facile à dire, mais cette première transition, c'est de choisir la manière dont nous décomptons les choses et que nous évaluons les choses. Il y a quelque chose qui va se passer dans 2 jours, qui est un enjeu, qui est une échéance importante, mais il y a également un travail qui a lieu aux Nations Unies où des statisticiens sont en train de changer la manière de compter le PIB. Personne n'en parle, mais ce qui va être décidé lors de ces négociations va transformer notre manière de réfléchir à l'économie mondiale, la manière dont on pense l'entreprise. Cela va libérer la puissance de l'entreprise à l'avenir. Comment est-ce que les entreprises peuvent se mettre en mouvement pour suivre tous ces défis ? Vous êtes conseiller, je disais, de ces entreprises. Qu'est-ce que vous leur dites ? Pour concilier à l'échelle micro, finalement, ce que vous venez de dire à l'échelle macro, nous, le parti pris qu'on a, c'est le rapport à l'action, et c'est de guider cette action. On a produit un modèle qui s'appelle le Positive Business Map, qui vise en fait à aider l'entreprise à la fois à se mettre en action et à piloter ces transformations, parce que je crois qu'il faut quand même avoir l'humilité de constater que si c'était facile, ce serait déjà fait, et donc c'est bien dans la continuité, dans la manière de faire qu'on va changer. Juste illustrer 3 points. Le premier, qui va un peu dans le sens de Marie-Pierre, c'est le rapport à la gouvernance. Premièrement, c'est de changer les processus de décision de telle manière que l'ensemble des parties prenantes soient représentées. Et je trouve par exemple très innovant un certain nombre de groupes qui ont mis au sein de leur conseil d'administration quelqu'un pour incarner la nature. D'accord ? Pour que les décisions soient prises en tenant compte de chacune de ces parties prenantes. Je trouve que le deuxième point, Jean pourra le développer encore plus que moi, c'est le rapport aux écosystèmes. Et c'est certainement un switch majeur dans la vision qu'on a de l'économie, c'est de passer de modèles de coopération sur la ressource partagée, de coopération sur les communs, tout en gardant des économies compétitives sur les marchés. Et en faisant cette distinction, en considérant ce qu'on peut faire ensemble sur des ressources partagées, je trouve que là-dessus, Citeo est un exemple emblématique d'incarnation de ces écosystèmes par rapport à des règles de marché qui pourront prévaloir sur le reste. Le deuxième, c'est des changements de business model, on pourrait en détailler beaucoup. Et puis le troisième qu'il ne faut quand même pas sous-négliger, c'est que tout ça, on le bougera parce que chacun d'entre nous, on va les faire bouger et il y a un enjeu majeur de transformation culturelle. Il faut qu'à la fois les leaders comme les collaborateurs soient incités à cette bascule. Donc il faut qu'ils comprennent, qu'ils soient conscients et qu'ils voient dans leur entreprise les marges de manœuvre qu'ils ont pour y arriver. Donc sensibilisation, peut-être formation aussi. Est-ce que ça demande des budgets supplémentaires aux entreprises ? Là, on parle de la PME, à l'ETI, enfin ETI, PME, aux grandes entreprises. Est-ce que les objectifs que vous définissez coûtent de l'argent pour le patron qui veut mettre ses équipes au taf, au boulot ? Est-ce que ça demande de l'argent ou est-ce que c'est que de la volonté managériale finalement ? En fait, oui, ça demande de l'argent. Maintenant, est-ce que c'est de l'argent est-ce qu'on peut réallouer une partie de l'argent ? Je pense en particulier sur l'effort de formation. D'accord ? La réalité, c'est qu'il y a de l'argent dans la formation en entreprise.
Et la question, c'est plus la manière de la réallouer sur ces enjeux-là. Donc c'est bien entendu qu'il faut des moyens, mais je pense que c'est réallouable dans le cadre des moyens si on prend le levier de la formation. Il y a d'autres registres sur lequel il faut savoir investir, mais pour des entreprises qui, par ailleurs, ont compris qu'ils savent en tirer une valeur aussi économique en ayant investi ce champ de l'environnemental et de l'humain. Il y a toujours un retour sur investissement positif, finalement, à cette initiative. Si on change la lecture de la valeur, hein, j'insiste. Oui, absolument, absolument. Alors, on va avoir l'occasion, je vais passer la parole à la salle dans quelques instants. J'ai encore une ou deux questions à vous poser chacun. Jean Ornin, là, si on élargit un peu la focale, que signifie ce qu'on appelle internationaliser l'impact environnemental? Est-ce qu'on peut citer, là, pour être concret, un exemple précis? Oui, alors c'est internaliser les externalités négatives. Bon courage. En fait, c'est ce que représente Citeo. Citeo, je l'ai dit, ça a été créé il y a 30 ans, sur un principe, c'est une entreprise qui vend un produit doit assumer l'impact environnemental de ce qu'elle produit. C'est un concept très simple de la responsabilisation d'un acteur. Alors ça démarrait dans le domaine de l'emballage. Et donc on a dit, écoutez, vous allez payer à minima pour collecter, pour trier, là où à l'époque on avait des décharges sauvages, des trous communaux, etc. Et ensuite pour recycler. Et au global, en fait, donc les entreprises, aujourd'hui il y a 80 000 entreprises en France qui payent 1,3 milliard et qui nous servent à travailler à la réduction, c'est quand même le premier sujet, au développement du réemploi, de l'usage multiple par rapport à l'usage unique, et également du recyclage. Et effectivement, finalement, c'est quelque chose qui met dans le prix des choses, parce qu'on parlait d'argent, en fait, dans le prix, vous avez le fait d'assumer l'impact environnemental et installer des bacs de tri et monter des usines de recyclage, monter des usines de lavage pour le réemploi. Et c'est un modèle que nous, on défend au niveau international. En fait, la pollution plastique, 8 millions de tonnes de plastique dans les mers et dans les océans, à peu près estimé, donc tout qui vient de terre. Et en fait, si on mettait en place dans tous les pays du monde une responsabilité élargie du producteur, de toutes les entreprises, ça apporterait un financement pérenne et structurel à minima de la gestion de déchets qui sinon se retrouvent par terre ou dans la nature, et ensuite à pousser à l'éco-conception et à la réduction. Et nous, on va discuter avec les Nations Unies, on est maintenant accrédité, pour pousser cette notion-là, qui est une solution en fait, parce que là, moi je suis d'accord avec ce qu'a dit Marie Pierre, on ne va pas se désespérer. En fait, c'est une solution assez concrète, assez efficace, elle n'est pas magique. Elle ne fait pas tout, les entreprises ne sont pas parfaites, mais franchement, on peut la mettre en œuvre. Et juste un autre point, peut-être, c'est une autre idée concrète, là c'est pour les entreprises qui sont là, ce n'est pas une idée de moi, donc ça va bien, c'est que dans les entreprises, si on peut dire, il n'y a plus de directeur financier, mais il y a un directeur de l'impact, ou un directeur de la performance durable, ou je ne sais, en fait, que la personne qui incarne la performance de l'entreprise utilise un thermomètre qui n'est pas uniquement le thermomètre financier, mais le thermomètre de l'impact environnemental, déjà ça, en fait, ce mouvement-là, il va faire bouger les entreprises vers cette combinaison d'impact environnemental et d'efficacité économique. Les citoyens lambda, qui sont les acteurs de l'entreprise en tant que salariés, ils sont au parfum là-dessus, ils sont d'accord? Ah ouais, on est poussé, alors je veux dire qu'en fait, on est poussé par les équipes. En fait, moi j'appartiens à une génération, la génération un peu du XXe siècle. On est poussé par nos équipes là-dessus. Bon, après, le citoyen en tant que consommateur, c'est pas pareil, parce qu'après, c'est la notion du prix à payer. Oui. Alors, Marie-Pierre de Baillancourt, là, toujours dans le concret, au niveau des entreprises et des sociétés, comment convaincre finalement d'agir? Quels sont les leviers à actionner auprès des acteurs qui sont on va dire, les moins convaincus? Vous avez une boîte à outils? C'est-à-dire que l'exemple du développement durable est assez parlant. Il nous a fallu 35 ans pour passer de la question du développement durable à la question de la CSRD. Et quand la CSRD, donc la réglementation sociale, environnementale responsable... En gros, c'est une directive européenne qui impose aux entreprises de dévoiler leurs critères environnementaux, économiques et sociaux, pour les entreprises cotées essentiellement d'ailleurs. Pas que. Et de rendre compte, hein, ça rentre dans la loi en 2025. Donc la question c'est... Est-ce qu'on attend de subir quelque chose qui va nous tomber, j'allais dire, d'une norme, ou est-ce qu'on devient des acteurs proactifs et qu'on investit dans notre futur commun? Et évidemment, les entreprises sont des animaux, j'allais dire, spécifiques avec leurs règles de survie. Et un des éléments qui a beaucoup marché pour mobiliser sur le développement durable, c'était la gestion des risques. Et cette question de gestion des risques, qui est un langage que l'entreprise financière comprend,
me paraît quelque chose de très important à réinvestir, parce que les risques sont tangibles immédiatement. Je vous donne des exemples. Les risques physiques, sécheresse, inondation, catastrophes naturelles, on les vit tous les jours aujourd'hui. Vous allumez la télé, c'est palpable. La question des risques financiers, qu'on parle des actifs échoués ou des pertes d'accès à l'investissement, là aussi c'est concret. Les risques réglementaires avec les poursuites pénales qui vont grandissantes. Les risques environnementaux, la sécurité de la santé. Est-ce que c'est pas, pardonnez-moi, on connaît la liste, mais est-ce que c'est pas dissuasif pour un petit patron de mettre tout ça en œuvre avec des équipes finalement qui ne sont pas forcément formées pour? Ça coûte, là on parlait d'argent tout à l'heure, ce sont des plans de formation, pour un grand groupe c'est pas un problème, on a les équipes, mais la PME, le patron de PME, il ne peut pas faire ça. Les patrons sont des entrepreneurs, et un entrepreneur préférera toujours choisir que subir. Donc la question c'est, est-ce qu'on se donne les moyens de nos choix, ou est-ce qu'on continue à être au bout de la chaîne? Ok, vaste débat, très intéressant, on pourrait y consacrer une session entière. Adil Najam, qu'attendez-vous concrètement pour le coup là, des entreprises, les multinationales? Est-ce que ces entreprises avec lesquelles vous discutez vous écoutent? Ou est-ce que vous en êtes de ce dialogue avec ces grandes multinationales que vous avez quand même dans le viseur? Yeah. No, thank you. Merci beaucoup. Vous faites le distinguo entre les grandes entreprises et les petites entreprises, et je reconnais qu'il y a une dynamique qui est différente. On ne doit pas imposer le coût du changement sur les petites entreprises les plus vulnérables, mais quand cette transformation est vécue par les plus grandes, cette évolution se distille vers les petites. Est-ce qu'ils nous écoutent? Je ne sais pas. Certaines peut-être que oui. Cette année, nous vivons une négociation sur les matières plastiques. Il s'agit d'une négociation très importante. En tant que WWF, nous organisons la coalition des entreprises pour un traité en matière d'objets plastiques. Parce qu'il y a certaines entreprises qui voient à leur avantage la possibilité de compter la valeur de la nature. Le changement va venir non pas de tout le monde, mais de ceux qui sont de l'avance et qui voient la valeur de la nature. Une dernière chose que les multinationales vont voir, j'ai dit que nous ne sommes pas très bons pour compter et nous ne sommes pas très bons pour respecter les temps impartis. Nous avons des cycles de reporting trimestriels, mais la nature a un autre chronomètre. Cela veut dire non pas que nous n'allons pas réagir aux bourses, mais si la nature fait l'objet d'un même reporting, vous-même, en tant que consommateur, vous allez commencer à réagir différemment. Vous allez pouvoir continuer le débat. Est-ce qu'il y a des questions? Encore une fois, on va y consacrer une dizaine de minutes. Je ne vous promets pas de prendre toutes les questions, sachant que vous pourrez ensuite vous rapprocher des différents invités après la session au bord du chapiteau. Monsieur, on va vous apporter un micro. Je vais vous demander simplement, pour que le maximum de personnes aient la parole, de vous présenter rapidement et de poser une question concise. Monsieur, nous vous écoutons. Oui, donc Christophe L'Enfant, je travaille dans une petite association d'environnement sur Avignon et je suis aussi agronome. Et en fait, je voulais réagir à ce que disait Madame Bayancourt par rapport à ce que vous dites là de chiffrer en fait les éléments sur la biodiversité, par exemple. Alors, en vous entendant, on a l'impression qu'il n'y a rien qui a été fait. Alors qu'en fait, il y a beaucoup d'études qui ont été faites, notamment par des scientifiques, notamment à l'INRA, par exemple, où on a chiffré, par exemple, ce qu'on appelle les aménités, hein, des haies, par exemple, des cours d'eau, du sol, un sol en bonne santé, et ainsi de suite. Il y a plein de choses qui ont été chiffrées comme ça. Et normalement, ça devrait guider les politiques publiques. Et je n'ai pas l'impression que ce soit fait. Et dernière remarque, qui corrobore un petit peu ce que je viens de dire là, et ce qui reprend aussi de manière indirecte ce que vous dites, c'est qu'il y a quelques semaines, les mutuelles et les assurances au niveau mondial ont attiré l'attention des décideurs sur le fait que justement, en ne prenant pas en compte un certain nombre de choses par rapport à l'environnement, si on ne chiffre pas les choses comme ça, en fait, ça se retrouve sur des impacts négatifs qui doivent être pris en compte par les assurances. Merci, monsieur. Alors, Madame de Bayancourt, je demanderai peut-être une réponse à monsieur Gangloff également. Vous avez tout à fait raison. Et un des problèmes que nous avons eu à l'Institut Montaigne en travaillant sur ce rapport avec des agronomes, des scientifiques, des chercheurs, des associations aussi de consommateurs, des agriculteurs, des entrepreneurs, c'est qu'en fait, il n'y a pas de référentiel commun sur ni la statistique, ni sur les critères à poursuivre. Contrairement au climat où on a, par exemple, la tonne de CO2, nous n'avons pas d'équivalent référentiel biodiversité. Et c'est pour ça qu'on parlait de cette gouvernance globale, parce que sans prétendre à un critère,
il y en aura forcément quelques-uns. Il faut que nous nous accordions sur ce que nous mesurons. Et ça, on n'y est pas encore, et c'est une nécessité première. Arnaud Gangloff. Non, juste prolonger il faut s'entendre sur ce que nous mesurons, et il faut que cette mesure, elle soit impactante pour chaque entreprise qui touche à la biodiversité. Et je pense qu'une des difficultés, c'est que toutes ces études, elles traitent à un moment donné de référentiel public. Et la question, c'est de le ramener à la question de la valeur et de la création et de la vision de la réussite qu'on a en entreprise. Et aujourd'hui, je reviens un peu sur ce que tu disais, sur l'intégration des externalités positives et des externalités négatives dans l'appréciation de la valeur. Aujourd'hui, les choses bougeront parce que la lecture qu'on a de la création de valeur d'entreprise a changé sur la base de ces éléments-là. Parce que sinon, ça reste des éléments de contextualisation. Alors, je partage que le flou artistique qu'on peut avoir sur la mesure n'aide pas à ça, mais on basculera parce que chaque entreprise voit ces éléments introduits dans la manière qu'on a de regarder cette valeur. Et nous, moi, j'ai une conviction très profonde, c'est que quand on change ce regard sur la valeur, on va changer la manière de fonctionner. Il faut que les règles de marché s'appliquent auprès des entreprises sur ce qui relève des marchés et tout ce qui est les ressources partagées. Il faut développer une économie de la coopération, il faut changer les règles du jeu, il ne faut pas que ça rentre dans l'appréciation de la valeur des entreprises, sinon on n'arrivera pas à préserver ces communs. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? N'hésitez pas à vous manifester. Alors, Madame, tout au bout, on va vous apporter un micro, et Madame également, ce seront les 2 dernières questions. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres demandes. Voilà, on vous apporte le micro. Encore une fois, cahier des charges, vous présentez rapidement, s'il vous plaît, et une question concise. Merci. Bonjour, Marine Brault. Dans une vie antérieure, j'ai conseillé plusieurs membres de l'exécutif sur les sujets de biodiversité, et j'ai notamment participé à la rédaction de la stratégie nationale biodiversité. Merci beaucoup pour vos interventions, et en particulier, Monsieur Ornien, sur l'idée de passer d'une économie linéaire à la nécessité d'une économie circulaire. J'ai un autre enjeu là-dessus qui est aujourd'hui, l'économie fonctionne avec les 3 piliers, le capital naturel, financier et travail, et dans l'illusion que les différents piliers sont interchangeables. Et donc aujourd'hui, nos modèles macroéconomiques, si on injecte une destruction de biodiversité dedans, soit ils ne réagissent pas, soit ils réagissent en positif en considérant que ça crée de la valeur. Donc pour l'avenir et pour la biodiversité, est-ce qu'on n'a pas aussi un intérêt à faire évoluer notre pensée économique au-delà des modèles économiques? Merci Madame. Nous avons 4 heures. Alors Jean Ornin, vous avez 2 minutes. Alors je vais essayer, alors non pas de répondre, mais d'ajouter un point, c'est que effectivement, moi si j'avais une baguette magique, je dirais il n'y a plus de rapport financier d'un côté et extra-financier de l'autre, voilà, parce qu'on voit bien que c'est, mais que le rapport mais que finalement l'impact, on a parlé tout à l'heure de la mesure de l'impact, soit totalement à l'intérieur du rapport financier. Donc si je fais un truc où je salope la planète, voilà, où je fais un truc bien, là, je vais passer une grosse provision. Cette grosse provision va impacter mes comptes, va jouer sur mon cours de bourse peut-être, sur mon bonus de patron, et ben là, on va voir l'alignement des planètes. Je ne suis pas sûr d'avoir répondu à la question, mais en tout cas, voilà ma contribution. Oui, est-ce que, Adil, vous souhaitez peut-être apporter une réponse? Alors, je voudrais rajouter quelque chose. Alors, ce que nous disons ici, c'est que tout cela est possible, mais tout cela n'est pas facile, tout cela n'est pas simple. Si c'était très simple, on ne serait pas ici. On parle des espèces. Nous sommes une espèce très intelligente. Je pense qu'il y a une course à l'œuvre entre la connaissance humaine, le savoir humain, et les autres. Nous avons la connaissance, nous avons l'information, nous avons les idées pour y parvenir. Mais je ne suis pas sûr que nous ayons la sagesse, et j'espère que j'ai tort. Oui, bonjour, merci de votre présence à tous. Je fais partie d'une association qui s'occupe des droits de la nature. Alors là, je suis en plein dans le sujet avec vous. L'homme et la nature, quel modus vivendi. Alors pourquoi ne pas donner tout simplement des droits à la nature pour améliorer la biodiversité? On sait qu'il y a des écosystèmes et la biodiversité c'est lié, par exemple le fleuve avec la ripisylve. L'un a besoin de l'autre pour survivre et je pense que pour la nature, ça ne serait pas plus mal. Donc de voir plutôt qu'est-ce qu'on peut faire pour la nature, en faveur de la nature, pour la nature.
faire l'économie de la nature dans le sens humain. Oui, alors, qui souhaite répondre? Adine, allez-y. Allez-y. Thank you for raising that. Merci de votre point, très pertinent. Alors, il y a un mouvement dans le monde qui est à l'œuvre. Il s'agit de penser au droit juridique pour la nature. De nombreux pays, dans leur constitution, le Vietnam l'a fait, mon pays, le Pakistan, pense à le faire, donner un statut juridique à un cours d'eau. Ce n'est pas une idée inepte. En fait, certains pays ont commencé à parler de droit juridique pour les forêts. On peut y parvenir. Alors bien sûr, ce n'est pas une question d'argent. Vous allez vous poser sa question, il n'y a pas suffisamment d'argent. Mais bien sûr, il faut penser à la nature de façon différente. Il faut penser à la nature de façon complètement différente avec une nouvelle approche. Kathleen, je vous ai tout à l'heure... pardon, j'ai manqué à tous mes devoirs en ne vous donnant pas la parole introductive. En guise de conclusion... Donc j'ai entendu, tout le monde a insisté sur la nécessité de mettre une valeur à la nature. Donc ça me semble extrêmement important en tant qu'économiste, évidemment, pour pouvoir faire un calcul économique qui a un sens. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point dont on a moins parlé, c'est la politique publique. Je pense qu'au-delà du rôle des entreprises, il y a besoin d'une politique publique sérieuse là-dessus, et ça, c'est extrêmement difficile. Un exemple sur la France, ce qu'on appelle le zéro artificialisation nette. Vous voyez que ça ne marche pas, en fait. Les communes sont extrêmement réticentes à l'appliquer. Voilà. Il y a des problèmes de fiscalité mal adaptés. Il y a énormément de problèmes qui concernent la politique publique qui ne sont pas du tout réglés. Donc je voulais insister sur le fait que ça, c'est très important à faire avancer. Mais dans un contexte budgétaire aussi très contraint, et il faut vraiment une volonté politique. Merci, on peut vous applaudir. Merci à ce panel très intéressant. Et vous pouvez évidemment continuer à discuter. Je vous demanderai pour ce faire de sortir par le côté droit ou côté gauche du chapiteau pour pouvoir discuter avec nos invités. Merci beaucoup. Merci à vous toutes et tous qui étiez derrière vos écrans. Je vais vous demander de libérer la salle pour que l'autre session puisse commencer dans quelques minutes. Merci beaucoup.